Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Marielle de Sarnez, députée européenne, vice-présidente, députée européenne, si vous voulez dire, vice-présidente du MoDem. Marielle de Sarnez, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Georges Tron, a démissionné dimanche du gouvernement après les accusations d'agression sexuelle qui ont été portées contre lui par deux des anciennes employées municipales. Il a eu raison de démissionner aussi rapidement? Je crois qu'il n'avait pas d'autre solution. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était une affaire qui arrivait, et sûrement pour la majorité, on va dire, pas un très bon moment pour la majorité. D'ailleurs, l'affaire Strauss-Kahn. Et donc, il n'y avait pas, au fond, d'autre issue que celle-là. Xavier Bertrand était hier sur France Inter. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est une décision difficile à prendre, très difficile, parce qu'il faut bien noter que dans cette affaire, il n'est pas mis en examen. Et ce qui veut donc dire, j'entendais tout à l'heure M. Vallini s'exprimer sur le sujet, qu'on ne peut pas suspecter de complaisance à l'égard de qui que ce soit au gouvernement, la présomption d'innocence pour les politiques, est-ce qu'elle existe encore? Alors, la présomption d'innocence existe encore, à votre avis? Écoutez, je crois que tant que les faits ne sont pas avérés pour toutes ces affaires qui arrivent, qui font irruption dans la vie politique française, oui, il y a une présomption d'innocence. Mais enfin, on ne peut pas nier que tout ça, ça fait des chocs de plus, que tout ça, ça bouscule l'opinion, que ça bouscule la société française, que ça l'interpelle, que ça interpelle les femmes aussi, qu'on a le sentiment, au fond, qu'il y a comme une espèce de libération de la parole des femmes et qu'elles disent des choses, peut-être qu'elles ne disaient pas auparavant. Et donc, je trouve que ça devrait faire réfléchir sur l'état de notre société. C'est pas très brillant de ce point de vue-là, machisme, beaucoup, bien sûr. Toujours la parole, au fond, de la victime est mise en doute, cette espèce de réflexe de la classe politique, d'abord, dans l'affaire Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'au fond, dès qu'il y a un politique qui est attaqué, on a une classe politique qui essaye de faire corps, comme ça, hein, de le protéger, ce qui n'est pas un bon réflexe. Et puis, on nie, effectivement, l'existence de la victime, on met en cause la parole de la femme. Et puis, je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse aussi sur tout ce qui pourrait s'apparenter dans ces affaires, au fond, à des abus d'autorité, à des abus de pouvoir. Parce que c'est toujours un rapport d'un homme qui est au sommet, au fond, du pouvoir, si on prend Dominique Strauss-Kahn, et puis d'une subordonnée, hein, d'une femme placée en état de, voilà, un peu comme ça, entre guillemets, inférieur. Et je trouve que ça, c'est aussi très alarmant dans le constat qu'on doit faire de la société française aujourd'hui. Christine Lagarde est candidate à la direction générale du FMI. Elle est soutenue par l'ensemble des pays européens. Le G8 dans son ensemble la soutient. C'est une bonne candidate? On verra. Moi, j'ai quelques interrogations. Il y a l'affaire Bernard Tapie qui est en Adidas, cours, avec un rapport de la Cour des comptes qui est quand même un rapport qui dit beaucoup de choses. Et donc, il y aura peut-être une procédure judiciaire. S'il y a une procédure judiciaire, elle doit renoncer à être candidate? Écoutez, elle a déjà répondu, ce que je trouve déjà peut-être un petit peu étrange. En tous les cas, elle a dit que même s'il y avait une procédure judiciaire, elle irait jusqu'au bout. C'est une erreur, à votre avis? C'est une faute? Écoutez, en tous les cas, c'est pas mal de désinvolture, me semble-t-il. On verra. Moi, je crois que je fais confiance à la justice de mon pays. Donc, si la Cour des comptes a constaté un certain nombre de choses, ben, on verra ce qu'il en advient demain. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans cette affaire de FMI, au fond, c'est qu'on dise les Européens vont très mal, on le sait, l'endettement, on le sait, et donc il faut absolument que ce soit un Européen, hein, parce que si jamais quelqu'un d'autre venait regarder les affaires des Européens, ça serait pas bon pour l'Europe. C'est aussi une règle depuis 1947 qu'un oui, Européen dirige le FMI. C'est une règle à laquelle ils ont dit, à l'occasion de la dernière nomination de Dominique Strauss-Kahn, qu'ils mettraient un terme. C'est-à-dire qu'ils ont dit à cette époque que pour le prochain ou la prochaine, ce serait quelqu'un des pays émergents. Je comprends, c'est un Européen, c'est très bien. Aujourd'hui, le FMI, il est dernier prêteur en fait de la zone euro, essentiellement. Mais en même temps, il y a comme ça une espèce de défiance vis-à-vis des grands émergents que j'ai pas beaucoup aimé. Angela Merkel a annoncé hier que l'Allemagne renoncerait au nucléaire à l'horizon de 2022. C'est une bonne nouvelle pour vous ou alors c'est une mauvaise nouvelle? En tous les cas, c'est la décision d'Angela Merkel, donc je l'entends. Et c'est une décision qui revient au fond sur une décision qu'elle avait elle-même prise en 2010, c'est-à-dire qu'en 2002, Schröder avait décidé que les centrales iraient jusqu'à leur terme, qu'on ne les prolongerait pas. Angela Merkel a pris une autre décision il y a un an et maintenant elle revient sur cette décision. C'est pour des raisons purement électorales, certains disent? Je ne sais pas, mais moi je pense que sur ces grandes questions de l'énergie, et ça concerne aussi la France, et ça concernera la France, le yo-yo, les politiques comme ça où on décide, stop and go, et puis on repart, c'est vraiment pas une bonne chose. Au fond, on a besoin de débats sereins sur ces questions énergétiques, qui sont des grandes questions, parce que bien sûr, le nucléaire crée des peurs, et je le
comprends très très bien, et tout ce qui s'est produit au Japon met le doigt sur quelque chose qui est au fond, quand il y a des accidents nucléaires, eh bien c'est une sorte de fin du monde comme ça qui arrive. Et donc on doit pouvoir poser la question du nucléaire, on doit pouvoir en même temps poser la question du CO2 et des émissions de gaz à effet de serre. Et donc au fond, il faudrait réduire la place du nucléaire. Et il faudrait en même temps lutter contre le réchauffement climatique. Il fallait deux à la fois. Oui, parce que là, en l'occurrence, en Alors, Allemagne, est-ce que l'Allemagne ça passe par des usines à charbon. Pour l'instant, l'Allemagne, elle consomme notre énergie, l'électricité qui vient de France et qui est nucléaire. Et puis ensuite, c'est le charbon. Puis demain, ça sera le gaz, russe notamment. Donc moi, je dis depuis longtemps qu'il faut qu'on ait en Europe un débat sur le fond de savoir comment nous pouvons, au fond, avoir un mix énergétique qui soit le plus durable possible. Ça doit poser la question du nucléaire. Il n'y a pas de question taboue, me semble-t-il. Et on doit aussi avoir une autonomie en matière d'énergie, ce qui veut dire peut-être aussi consommer moins et différemment. Quand vous dites qu'il faut un débat, vous pensez qu'il faut aller jusqu'à un référendum en France sur ce sujet? Je ne suis pas pour un référendum pour ou contre le nucléaire. Oui. Après qu'on soumette au choix, au fond, des citoyens, ce qui devrait être les choix stratégiques en matière d'énergie, pourquoi pas. Mais on sait que les questions d'énergie vont amener des réponses qui sont plurielles. Il n'y a pas une seule réponse à la question de l'énergie. Et si on sortait du nucléaire à 10, 20, 30, 40 ans, parce qu'on aura cette décision à prendre en France, est-ce qu'on prolonge davantage nos centrales? Est-ce qu'on construit de nouvelles centrales ou est-ce que cet argent-là, on le met sur autre chose? Moi, je demande qu'on mette tous les chiffres sur la table, qu'il n'y ait aucun tabou et qu'on ouvre le débat. Beaucoup d'internautes vous interrogent sur la stratégie du MoDem. Cédric, qui lui est électeur centriste, estime qu'une seule chose doit vous guider, la réunion de l'ensemble des centristes telle qu'elle a été amorcée par Borloo et Morin. Alors il vous demande s'il peut y avoir une issue favorable à cette union. Je crois que... Avec vous, bien sûr. C'est ça qu'il fallait comprendre. Merci beaucoup, mon cher Cédric. Moi, je ne confonds pas ce qui est le faux centre, c'est-à-dire, au fond, les centristes de la majorité présidentielle, et ce qui est l'émergence d'un centre qui est, Pourquoi au fond, tout le centre combat de ma vie politique. Parce que ce sont des gens qui ont gouverné et qui gouvernent encore aujourd'hui, qui sont dans la majorité présidentielle, et ça a été leur choix, et je l'entends très bien. Vous ne pouvez pas être dedans et dehors, vous pouvez voir le beurre et l'argent du beurre. Bref, enfin, je pense qu'il y a un moment où, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut de la clarté, il faut une éthique de comportement. Et donc oui, moi je fais partie de celles et ceux qui tendront la main à ceux qui ont fait un choix différent du mien, en soutenant par exemple pour certains Nicolas Sarkozy. Je tendrai la main aussi à ce que nous appelons, à ce que j'appelle les sociaux réalistes au fond, donc du centre droit au centre gauche en passant par le centre. Je crois qu'il y a une alternative à construire et tout le monde est le bienvenu. Thierry Mariani était à votre place vendredi, vous a posé une question, écoutons-la. Est-ce que vous vous voyez un jour gouverner, par exemple, avec Mme Eva Joly ou avec M. Mélenchon? Et au moment où les présidentielles approchent, est-ce que vous ne croyez pas que le combat courageux que vous avez mené, il y a un moment où il faut dire très clairement, voilà, aux prochaines présidentielles, je serai soit avec les socialistes et leurs alliés, soit finalement dans la camp de la majorité? À un moment, il faut clarifier sa position. Quelle est aujourd'hui votre position en matière d'alliance? J'aime bien Thierry Mariani parce qu'il est toujours dans la nuance quand il parle. Et jamais caricatural. Je suis contre la bipolarisation. Et d'ailleurs, nous sommes un des seuls pays d'Europe où nous avons comme ça la droite et la gauche et pas de force qui émerge. Eh bien, tout le combat de ma vie, c'est de faire émerger une autre force. Est-ce que j'ai envie de gouverner demain? La réponse est oui. Est-ce que nous avons envie de gouverner demain? La réponse est oui. Et je crois que nous gouvernerons bien. Et donc ça passe par l'élection présidentielle. Le moment venu, je souhaite que François Bayrou soit en mesure de rassembler ce grand bloc central qui, oui, devra, je l'espère, gouverner la France demain. Vous craignez la candidature, qui n'est pas encore annoncée, d'un Jean-Louis Borloo qui pourrait prendre je n'y crois occuper la place pas. Je crois qu'il y a Bayrou. Un principe de réalité extrêmement simple, surtout sous la Ve République, et que le principe de réalité commande que, évidemment, le président de la République sera le candidat légitime de la majorité présidentielle. Et qui sera le seul candidat évidemment. De sa majorité. Marielle de Cernez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À demain pour un nouveau talk.